Audreco, bonjour. Nous avons vu dans un entretien permanent comment entretenir au quotidien la fourrure. Mais nous avons suggéré que ces entretiens réguliers, nécessaires, ne sont pas suffisants. Et nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi ils ne sont pas suffisants et par conséquent pourquoi il est souhaitable qu'ils soient de temps en temps complétés par des bains. Répétons-le encore, l'entretien que nous venons de décrire est absolument nécessaire. Pour autant, est-il suffisant? La brosse et le peigne ont éliminé une bonne partie des poils morts. Les ont-ils éliminés en totalité? La réponse est clairement non. Toujours ce fameux problème d'électricité statique, qui agit comme le ferait un aimant sur de la limaille de fer. En réalité, pour débarrasser l'aimant de la limaille complètement, et définitivement un seul moyen, trouver le moyen de faire perdre à l'aimant ses propriétés magnétiques. Eh bien, c'est exactement la même chose avec votre chat. Votre travail ne pourra être complet qu'en supprimant l'électricité statique. Et cela, seul le bain peut le faire. L'électricité statique, précisément, parlons-en. Vous savez désormais quel est l'ennemi du confort de votre chat. Eh bien, il en est de cette électricité comme il en est des poils morts. Votre travail préparatoire en aura éliminé une bonne partie, mais pas la totalité. Vous avez un moyen de vous prouver à vous-même ce dernier point. Après vos séances d'entretien, le chat va continuer de se lécher, beaucoup moins, avec beaucoup moins de conviction, mais il continuera tout de même de le faire un peu. En revanche, vous constaterez qu'après un bain correctement donné, le chat ne se lèche plus du tout, et sans là pendant une assez longue période. Donc, le brossage élimine un peu d'électricité statique, mais pas tout, seul le bain peut le faire. Cette fameuse électricité statique, nous l'avons dit, ne retient pas seulement le poil mort, elle retient également poussières et crasses. Mieux, elle attire ces dernières. Là encore, seul le bain vous en débarrassera définitivement, enfin du moins pour un certain temps. Et là encore, vous aurez un moyen simple de constater la réalité de ce que je viens d'expliquer en observant l'aspect magique et soyeux de la fourrure quand celle-ci a été correctement lavée, rincée et séchée. Un résultat qu'aucun brançage, si énergique puisse-t-il être, ne vous permettra jamais d'approcher, même de très loin. Je vous ai dit tout le bien qu'il fallait penser de l'usage d'un peu de talc lors des séances d'entretien. Je vous ai signalé aussi que les magasins spécialisés pourraient vous proposer des poudres. Certaines de ces poudres seront même baptisées shampoing sec. Une telle appellation est clairement un abus de langage. N'espérez pas grand-chose de ce genre de traitement, qui serait même, à mon avis, plutôt à éviter, ces poudres soi-disant nettoyantes ayant incontestablement un effet desséchant sur la peau et le poil, effet par conséquent totalement indésirable. Un soin à réserver aux animaux mal socialisés pour lequel le bain n'est pas envisageable. J'y reviendrai. C'est un point absolument essentiel en effet. On ne doit jamais, sous aucun prétexte, tenter de laver un poil qui n'est pas complètement et clairement démêlé. C'est une règle absolue avec laquelle vous ne devrez jamais transiger, quoi qu'il arrive. Une règle qui concerne en particulier les persans. Ces animaux possèdent un poil long soutenu par un sous-poil dense et fourni, qui d'ailleurs s'en mêle presque inexorablement en l'absence de séances rapprochées d'entretien. Poils qui forment alors rapidement des espèces de tapons plus ou moins indémêlables, lesquels dégénèrent très vite en de véritables nappes de feutre plus ou moins impénétrables. Pour un tel pelage, soyez-en persuadés,
le bain fera du moindre soupçon d'emmêlement une situation souvent irréversible. Ce n'est pas le bain en soi le problème, mais l'évaporation. Au moment de l'évaporation, le moindre nœud ne peut que se resserrer sur lui-même, souvent de manière irréversible. Il n'est bien entendu pas question de donner un bain à un chat adulte qui n'y aurait pas été préparé, sans précaution préalable. La première de ces précautions est d'étudier comment le chat supporte l'eau. Et s'il ne semble pas la supporter, eh bien, il faut essayer de l'y accoutumer peu à peu. Laver un chat qui n'a jamais été lavé, sans précaution et sans préparation, serait tout simplement imbécile. Cela va de soi. Mais si vous constatez que finalement le chat accepte, les premières fois plus ou moins, de se laisser mouiller, une autre précaution est à prendre, cependant, avant d'envisager le bain. Il faut vous assurer que le chat accepte le jet d'air du séchoir. Le jet d'air du séchoir, la plupart des chats adorent, mais pas tous. Certains en ont une peur panique et ne le supportent absolument pas. Vous en apercevoir quand le chat sera bien trempé à la sortie du bain serait une bien mauvaise surprise. Si le chat semble mal accepter le séchoir, il faut commencer par l'y accoutumer avant toute tentative de bain. Vous passez le séchoir partout sur le corps du chat en lui parlant, en le massant, d'abord en mettant le séchoir assez loin, puis en rapprochant peu à peu, pour essayer de l'y habituer, pour qu'il ne se défende plus. Attention, j'y reviens plus loin, la température du jet d'air doit être la plus basse possible. Nous avons parlé des précautions à prendre en ce qui concerne les chats adultes. En effet, pour un chaton, disons de moins de 3 mois, il en va bien différemment, comme je reviendrai vous l'expliquer. À cet âge, les comportements ne sont pas figés et il est sans exemple qu'on ne puisse pas baigner sans trop de difficultés si l'on sait y mettre la conviction et la persuasion nécessaires un chaton de moins de 3 mois. Ce n'est pas quand votre chat sera bien mouillé dans la baignoire qu'il faudra vous poser la question shampoing. Lequel, quel mode de distribution? C'est que pendant que vous vous occupez de ces intéressantes questions, votre petit camarade à 4 pattes pourrait bien s'impatienter. Quel shampoing? Je consacrerai plus loin un chapitre entier à cette question, mais d'ores et déjà, j'ai envie de vous répondre pas beaucoup d'importance. Évitez, c'est l'évidence pour les chats, les shampoings trop gras, comme les huiles de vison par exemple. Pour le reste, nous le verrons, peu importe. Comme je le démontrerai, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un shampoing spécial pour animaux. Tout produit, à condition qu'il ne soit ni trop gras ni desséchant, peut parfaitement convenir, l'un des vôtres par exemple. Quand je dis le vôtre, par exemple, j'entends d'ici tous les professionnels, les spécialistes et les marchands, hurler en chœur que je suis un ignorant, qu'il ne faut pas tenir compte de ce que je dis. Eh bien, tant pis pour moi, je maintiens mon affirmation que je démontrerai d'ailleurs plus loin. Le shampoing sera de préférence dilué, et donc préparé dans une bassine à portée de la main. Attention, cette préparation ne doit pas précéder de trop longtemps le moment du bain. En effet, au contact de l'air, le shampoing va s'oxyder, perdre tout ou partie de ses qualités jusqu'à devenir inutilisable. On prépare son shampoing, on s'organise aussi pour avoir à sa disposition environ 1 à 2 litres d'eau, 100% pure. Comme je l'ai dit, l'eau 100% pure, c'est de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée, l'eau déminéralisée que l'on trouve en grande surface. Indispensable, comme nous allons le voir, notamment au moment du rinçage. De même qu'elle aura préparé son shampoing et cette eau pure de rinçage, la personne d'expérience a organisé l'endroit et ce qui lui sera nécessaire pour le brushing séchage. Par exemple, une serviette sur une table
et n'importe quel type de séchoir, pourvu que celui-ci, comme nous le verrons, soit tenu par une potence facilement orientable et permette l'utilisation des deux mains. Quelle température préférée pour l'eau du bain? À noter que l'on parle toujours de bain, mais je ne connais personne qui baigne les chats, et je ne vois d'ailleurs pas quelle utilité il pourrait y avoir à une telle pratique. L'habitude est donc bien de parler de bain, alors qu'il s'agit en réalité d'une douche, et donc je m'y conforme. Je le démontrerai plus loin, et je me contente ici de l'affirmer, l'eau chaude est résolument l'ennemi du poil animal, et cela vaut particulièrement dans le cas du chat. L'eau du bain ne doit surtout pas être chaude, et il est même préférable qu'elle soit un peu fraîche. Cela est si vrai que si vous hésitez entre une eau plus tiède et une eau plus fraîche, sachez que vous êtes sûr de faire le bon choix en choisissant la plus fraîche. Ne vous laissez surtout pas influencer par cette idée que la température corporelle du chat étant supérieure à la nôtre, d'environ 1 degré, ce qui est vrai, pour en conclure que l'eau de son bain devrait être plus élevée. Le système de thermorégulation de votre chat préféré est tellement différent du vôtre que ce serait là un raisonnement complètement contre-productif. Une eau tiède, voilà ce qu'il faut préférer. La meilleure manière de contrarier n'importe quel animal, votre chat y compris, est de projeter sur lui le jet d'une douchette. Au minimum, cela va déclencher chez lui, un réflexe normal de fuite, pour rechercher un quelconque abri ou se protéger de cet agressif début de délige. Dans le cas du chat, ce réflexe de fuite, que vous allez bien évidemment tenter de contrarier, peut même dégénérer en authentique panique, avec appel au secours de tout ce qu'il trouvera de disponible en griffes et dents. Vous en conclurez que l'adage populaire « les chats n'aiment pas l'eau » est finalement exact. Bien à tort, la formulation acceptable serait « les chats n'aiment pas les jets d'eau » ou mieux encore, les chats évitent tant qu'ils le peuvent les pluies torrentielles. La seule bonne manière de faire est donc d'appuyer la pomme de douche directement contre la peau. Plus de jets, plus de panique. Ce qui tombe bien, car cette méthode, appuyer la pomme contre la peau, est aussi la seule manière de réellement mouiller une fourrure. Avec un jet, même énergique, l'eau glisse en surface et peine à pénétrer en profondeur. Mais si la pomme est contre la peau, l'eau n'a plus le choix. Directement contre la peau? Oui, avec tout de même un petit bémol. Il faut absolument prendre l'habitude de tenir la pomme de la douche de telle sorte que plusieurs de vos doigts se trouvent placés directement sous le jet. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais être sûr que la température de l'eau, pour n'importe quelle raison, ne vient pas à varier brutalement. Si une telle variation se produit vers une eau plus froide, ce sera désagréable pour l'animal, mais sans conséquence. Mais si c'est dans l'autre sens, dans le sens d'une eau plus chaude, voire soudain brûlante, cela peut être une catastrophe. Vos doigts placés en première ligne écarteront définitivement le risque d'ébouillanter un pauvre innocent. Donc, la bonne solution, vos doigts sur l'avant de la douchette, le tout contre la peau. Ensemble que vous promenez ensuite sur toutes les parties du corps, ventre y compris. Pour plus de précision, vous verrez en appendice, en dernier chapitre, un cours « Tenir une pomme de douche » qui rentre dans tous les détails de ce que nous venons de dire. On ne mouille en principe pas le museau d'un chat. La plupart des chats ne savent pas respirer par la bouche quand de l'eau leur coule sur le nez. Ils ont tendance à ce moment-là à aspirer l'eau par cet orifice et s'en étoufferaient. On notera d'ailleurs que c'est aussi le cas de nombreux petits chiens à museau court. Cette règle vaut pour tous les chats, mais elle devient impérative pour les chats à poils longs, dont le museau est souvent très court,
ce qui va souvent jusqu'à leur poser des problèmes respiratoires. Et dire que les éleveurs de certaines de ces races osent parler de sélection. Mais enfin, ceci est une autre histoire. Pour un chat débutant, en matière de bain, on renonce tout simplement et sagement à laver la région de la tête, c'est-à-dire une région qui vit la partie qui est en avant de la verticale des yeux. Pour la plupart des autres, ne pas dépasser la verticale des yeux est tout à fait raisonnable. C'est seulement avec des chats parfaitement habitués à l'eau que l'on pourra tenter, avec mesure d'ailleurs et circonspection, d'aller plus loin. On peut appliquer le shampoing qui nous attend sagement dans la bassine directement avec les mains, mais cela risque d'entraîner pas mal de gaspillage. On pourrait aussi utiliser une éponge, mais ce n'est ni le plus économique ni le plus rationnel. L'expérience me fait de manière indiscutable préférer ce que l'on appelle une fleur de douche, qui se révèle d'ailleurs parfaitement adaptée ici. Comme ces fleurs sont très peu onéreuses, on peut notamment les changer aussi souvent que nécessaire. Est-il besoin de décrire comment s'y prendre? On trempe la fleur dans la bassine avec laquelle on vient ensuite masser peau et pelage. Ce massage, par mouvement circulaire, doit être aussi énergique que le permet la fragilité relative de l'animal auquel il est nécessaire. Il est destiné. Il n'est pas question de raidir celui-ci en bouillie, il ne se laisserait d'ailleurs pas faire. Mais si votre massage est trop mou, soyez persuadé qu'il ne sert à rien. Et de même, passez-y le temps nécessaire, plus que le temps nécessaire. Vous allez vous apercevoir d'ailleurs très vite que votre chat apprécie peu à peu ce moment du bain. Je connais des chats qui vont jusqu'à ronronner pendant qu'on les shampouine. Je le démontre notamment dans mon ouvrage « Le toilettage au bout des doigts », mais je signale seulement cela ici, les shampoings doivent toujours aller par deux. Chacune des deux applications agit de façon différente et complémentaire de l'autre. Dit autrement, un shampoing unique ne sert à peu près à rien. Bien entendu, cela sous-entend un rinçage extrêmement minutieux. Entre chaque shampoing, le rinçage doit être absolument complet. Inutile de commencer le deuxième shampoing si le premier n'est pas complètement rincé. Enfin, autre règle, autre point important, votre shampoing n'est efficace et utile que si et seulement si vous le faites abondamment mousser. Pas de mousse, pas de shampoing. Et plus ça mousse, meilleur c'est. Pourquoi? C'est assez facile de le démontrer. Les impuretés que l'on cherche à éliminer ne le seront que si ces dernières se trouvent en quelque sorte emprisonnées dans le mélange au shampoing. Or, cela ne se produit uniquement par l'éclatement des petites bulles d'air contenues dans la fourrure, dans la mousse. Les bulles d'air décollent les impuretés de la fourrure et viennent fixer celles-ci dans le mélange qui sera alors éliminé lors du rinçage. Ce qui suffit par ailleurs à démontrer, sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus, que le rinçage est au moins aussi important pour la réussite d'un bain que le shampoing lui-même. L'eau d'un rinçage a entraîné avec elle les crasses et autres matières indésirables, mais elle n'a pas pu éviter de laisser sur la peau et dans la fourrure un certain surplus de liquide que vous devez éliminer d'une manière ou d'une autre. Le problème de ce liquide en surplus, c'est qu'il contient un certain taux de sels minéraux. Sels minéraux qui, quel que soit le moyen de séchage utilisé, vont donc rester prisonniers dans la fourrure. En France, l'essentiel des sels minéraux contenus dans nos eaux sont des sels calcaires, qui sont un véritable poison pour le poil. En effet, le calcaire est hydrophile et viendra pomper l'eau dont il est friand à l'endroit même où elle se trouve, c'est-à-dire la peau et le poil de l'animal. Voilà pourquoi un poil chargé de calcaire se présente toujours plus ou moins rêche et desséché. Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter cet énorme inconvénient, c'est d'utiliser pour le dernier rinçage
une eau dépourvue de tous sels minéraux, une eau 100% pure, une eau déminéralisée, une eau osmosée. L'eau résiduelle qui reste dans le pelage ne contenant alors cette fois plus du tout de sels minéraux. Idéalement, il faudrait procéder pour l'ensemble du bain avec de l'eau pure, mais techniquement c'est difficilement réalisable pour un bénéfice global sans doute plus ou moins limité. Par contre, procéder après les 2 shampoings et les 2 rinçages à l'eau ordinaire à un ultime rinçage avec une eau pure ne présente pas une bien grande difficulté, c'est seulement une question d'organisation. En revanche, dans le cas du chat, c'est une absolue nécessité. On peut en effet plus ou moins compenser les inconvénients du calcaire par l'application de certains produits gras pour ce qui concerne les chiens, mais ce procédé est à peu près inenvisageable pour les fourrures du chat. Ajoutons un avantage secondaire mais non moins considérable d'un rinçage à l'eau pure. Le temps de séchage divisé par 3 ou 4. La raison est facile à comprendre. Ce qui retient l'eau sur une surface est ce que l'on appelle les tensioactifs. Les sels minéraux sont d'excellents tensioactifs et empêchent par conséquent l'eau de se détacher du poil, prolongeant d'autant le temps de séchage. Pas de sels minéraux, pas de tensioactifs, rien ne retient l'eau sur le pelage. Vous trouverez ci-après toutes les indications nécessaires concernant l'eau pure et les moyens de vous en procurer dans un autre chapitre. Pour des raisons que j'ai déjà suggérées, et bien qu'il s'en propose sur le marché, je ne crois pas qu'il soit nécessaire, ni même souhaitable, d'appliquer au chat quelque crème de rinçage que ce soit, même dans le cas de poils longs. Le rinçage à l'eau pure est à la fois nécessaire, mais aussi parfaitement suffisant. L'ajout de quelques produits gras ne pourrait aller qu'à l'encontre de la nature réelle de ce type de pelage. Le bain du chat, quelle cadence? Si l'on s'en tient à notre premier objectif, élimination du poil mort en surplus et de l'électricité statique, la réponse est évidente. Le prochain bain sera souhaitable quand les 2 effets ci-dessus, ou même un seul d'entre eux, auront disparu, c'est-à-dire selon le type de pelage, entre 3 jours et 1 semaine. Si vous voulez que votre chat soit en permanence au mieux de sa beauté et de son confort, et votre environnement au mieux préservé, adoptez une cadence d'1 ou 2 fois par semaine. Ce qui sera beaucoup moins chronophage que vous ne pourriez le craindre. Tout d'abord, les séances d'entretien quotidiennes vont s'en trouver considérablement raccourcies jusqu'à ne plus vous prendre que quelques minutes. Et il en sera de même pour le shampouinage, une fourrure qui n'est en effet pas encore réellement encrassée. Quant au séchage, vous le savez désormais, l'eau pure produit des miracles. Maintenant, si votre organisation ne vous permet pas des bains si rapprochés, ou si vous avez choisi par exemple de sous-traiter les bains à un salon de toilettage, vous pourrez cependant vous contenter de bains mensuels, mais sans jamais dépasser cette cadence, notamment pour les poils ras ou courts. Voilà qui conclut notre étude sur le bain. Dans un prochain chapitre, nous allons étudier le brushing et surtout démontrer qu'un chat ne doit pas sécher tout seul. Ce sera d'ailleurs le titre de ce prochain cours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.